Je vais vous faire aimer les histoires racontées par les cailloux. Alors, vous voyez, rien que le titre, hein, moi j'aime bien parler de cailloux parce que si on veut parler au grand public, généralement la géologie fait peur. Alors, la géologie est généralement mal aimée. Alors, pourquoi? Je présume que c'est d'abord parce que c'est quelque chose qui est relativement statique. Les cailloux, ça ne bouge pas. Et or, notre attention, comme tout animal, elle est toujours attirée par ce qui bouge. Hein, c'est d'ailleurs utilisé par d'éventuelles proies. Hein, quand une proie voit qu'elle est en danger, elle se fige, et comme ça, le prédateur ne la voit plus. Et nous-mêmes, hein, une fois, on était avec des collègues sur le terrain, il y avait une télé qui bougeait. On était tous agacés par cette télé, mais néanmoins, j'avais remarqué régulièrement les regards allaient à la télé parce qu'il y a des choses qui bougent. Donc, à nous de rendre nos mobiles, nos cailloux, nos paysages, etc., et en leur faisant raconter des histoires. Par exemple, en disant que les montagnes se déplacent et que les roches se plissent. Alors, que les roches se plissent, c'est assez difficile à faire passer comme notion parce que il y a bien sûr dur comme de la roche, dur comme du granit, etc. Or, l'un des moyens pour montrer que la roche, quand même, ça peut bouger, c'est de rappeler que la glace est une roche. Effectivement, la glace est constituée de minéraux et les minéraux de glace, c'est quelque chose de tout à fait naturel, hein, pour être appelé minéral, mais ça Didier me corrigera si je me plante. Pour dire que c'est minéral, il faut que ça se fasse à l'état naturel. Et donc, les cristaux de glace sont des minéraux, donc la glace est une roche. Or, on peut dire, la glace, mettez-le dans votre Ricard, par exemple en Normandie, et essayez de casser votre glaçon, ça va pas, le morceau ne va pas plisser, il va se casser. Or, on sait que les glaciers coulent. Et si on prend un morceau de glace, ça casse, et normalement, ça coule. Donc, c'est parce qu'il faut dire c'est solide, mais c'est solide à une certaine échelle de temps. Et donc, il est plutôt correct de parler de viscosité. Ça ne bouge pas à très faible échelle de temps, mais avec une échelle de temps plus grande, ça coule, hein, parce que les glaciers coulent de quelques centimètres à les plus rapides font même plusieurs dizaines de mètres par jour. Plusieurs dizaines de mètres par jour. Donc là, déjà, ça permet de montrer que le dur, c'est une notion relative, c'est la viscosité qu'il faut prendre en comparaison. Alors, un exemple de la mauvaise réputation de la géologie, en 1999, il y avait une exposition Maroc, Mémoire de la Terre au Muséum. Et il y avait la présence attendue du roi du Maroc, donc le gouvernement français avait envoyé des ministres. Et l'une d'elles était Marie-Lise Lebranchu, qui était ministre du Commerce et de l'Artisanat. Et donc, je l'accueille et je me présente comme directeur du laboratoire de géologie. Et là, elle dit, oh là là, monsieur, je vous admire et je vous plains. Car la géologie, c'est vraiment très compliqué, vraiment incompréhensible. Ce jour-là, j'ai compris qu'on avait, nous, géologues, une difficulté à relever, un défi à relever. Alors, pour expliquer que les roches sont dures, certes, mais visqueuses, on peut utiliser deux exemples. Alors, celui en haut à droite, vous voyez, on met une bougie sur une table, elle reste rectiligne, pas si on la laisse là une journée ou deux. Mais néanmoins, si on l'oublie là tout l'été, à la fin de l'été, la bougie, elle penche. Elle est dure, mais elle a une certaine viscosité et avec le temps, elle s'incline. Une autre expérience possible, et ce qui est représenté ici en bas, on met dans un bécher de l'eau sur lesquelles on pose des bouchons de liège, sur lesquels on met de la poix, sur lesquels on met des balles de fusil ou des clous, comme vous voulez. Mais des balles de fusil, si vous voulez, c'est en plomb, donc c'est encore plus dense. Et ça ne bouge pas. Les bouchons n'arrivent pas à traverser la poix, bien qu'ils soient plus légers, etc. Mais au bout de 6 mois, on voit déjà qu'il y a un mélange. Et au bout d'un an ou un an et demi, il y a bien les balles de fusil qui sont tombées au fond, puis il y a l'eau surmontée par la poix et les bouchons de liège sont remontés. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais néanmoins, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je prends souvent l'exemple, bien sûr, quand on parle de tectonique des plaques, des continents, on ne les voit pas bouger. Pourtant, comme nos ongles, quand on les regarde, on ne les voit pas bouger. Mais l'Amérique s'éloigne de l'Europe à la même vitesse que poussent mes ongles. Alors, mes ongles, je dois bien les couper de temps en temps. Donc, ça veut bien dire que ça bouge. Donc, alors, une autre difficulté que nous avons, c'est que souvent, quand on veut être précis, on jargonne beaucoup.
Hein, par exemple, affleurement. Ça nous paraît être un mot banal, très simple. On dit, tout le monde connaît. Et bien, il m'est arrivé plusieurs fois qu'on m'a dit, un affleurement, c'est quoi? Et récemment, il y a quelques mois, j'avais fait un article pour des numéros spéciaux du Parisien qui parlait du Paris souterrain. Et j'avais parlé d'un affleurement. Il y avait du gypse à l'affleurement. Et ils m'ont dit, ça veut dire quoi un affleurement? Et quand j'ai expliqué, ils m'ont dit, ah, vous voulez dire à fleur de terre. Mais j'ai trouvé que finalement, voilà, c'est un peu plus long, mais c'est beaucoup plus simple à comprendre et d'ailleurs beaucoup plus joli. Alors de même, on utilise le mot transgression, on trouve que c'est très banal. Or, pour l'homme de la rue, ce que l'on transgresse, c'est la loi. Donc, il ne voit pas en quoi la mer, elle peut transgresser la terre, ou etc. Donc, il faut faire attention, il vaut mieux dire l'arrivée de la mer sur la terre. C'est plus long, mais c'est plus simple à comprendre. Alors, je me bats beaucoup aussi avec Cénozoïque. Parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus paléozoïque, mésozoïque, Cénozoïque. On ne dit plus, pardon, primaire, secondaire, tertiaire. On dit paléozoïque, mésozoïque, Cénozoïque. C'est beaucoup plus difficile à comprendre. Alors, il est vrai que le Cénozoïque pose un problème, parce que le Cénozoïque comprend l'ancien tertiaire plus l'actuel quaternaire. Et donc, le quaternaire n'est plus lunaire, c'est restreint, mais enfin, etc. Donc là, ça peut poser un problème. Mais bon, tant pis. Moi, je préfère utiliser R primaire, R secondaire, R tertiaire. C'est moins précis, mais c'est plus accessible. Il ne faut pas oublier que des vocables qui sont parfois précis pour nous n'ont pas la même signification, ils peuvent paraître ambigus pour le public. Et donc, par exemple, je vais prendre deux exemples pour granit et marbre. Alors voilà, ici, par exemple, on a granit, j'ai mis granit avec un E et granit sans E, et puis marbre et marbre. Le granit, pour le géologue, ben, c'est une roche composée de trois minéraux, alors que le marbre, ben, c'est une roche, c'est un calcaire métamorphisé, bref, c'est une roche calcaire. Or, pour le marbrier, pour l'homme de la rue, qui est présenté ici, en haut à gauche, c'est ce que nous, on appellerait un vrai marbre, mais en bas, c'est la garde d'Austerlitz, le sol, ça s'appelle le marbre du Boulonnais, qui est un calcaire construit par des algues, mais c'est appelé le marbre. Et de même, à droite, ce que l'on voit, c'est de la serpentine, hein, l'entrée d'hôtel à Pau, et ça s'appelle marbre. Parce que le marbre, pour le marbrier ou pour le granitier, c'est toute roche qui, une fois polie, ne montre pas de grain. Alors que le granit, chez nous, ben voilà, ça, le granitier ou l'homme de la rue appelle ça des granites. Il y a certes le vrai granit qu'on voit à gauche, un granit de la Ferté. Au milieu, ben, c'est plutôt un gneiss. À droite, c'est un calcaire avec des petits points. Mais comme ça montre des points, ça s'appelle un granit. Donc, faire attention à notre signification et la signification du public. Alors, la géologie, comme elle est mal aimée, et elle fait peur aussi. Donc, il ne faut pas trop utiliser ce mot. En fait, il faut parler de la géologie sans dire qu'on parle de la géologie. Éventuellement, on le dit seulement à la fin. Et par exemple, là, j'ai mis la carte du Tour de France. Vous savez que maintenant, Franck Ferrand parle un peu de géologie sur le Tour de France. Et je lui ai dit, ne dis surtout pas que tu vas dire un mot de géologie, dis ce que tu as à dire, mais dis pas que c'est la géologie. Comme ça, les gens vont s'imprégner de ces notions que l'on a en géologie, mais le mot géologie, ils vont pas se lever et aller faire autre chose si on dit maintenant on va dire trois mots de géologie. Donc voilà, le faire, c'est comme Monsieur Jourdain, voilà, il faut faire de la géologie sans le dire. Et en général, moi, je préfère utiliser le mot caillou, parce que c'est un mot familier, un mot qui ne fait pas peur. Rien que les roches, déjà, il m'est arrivé, les gens m'ont dit, ah oui, les roches, ah oui, vous êtes un spécialiste. Voilà. J'ai utilisé le mot roche, caillou, on m'écoutait. Roche, ah, c'était un spécialiste qui allait parler. Alors, il importe aussi de dire que la géologie, elle est partout, 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 elle est dans notre quotidien. Il importe de dire que la géologie, ce n'est pas réservé aux géologues. On l'utilise tous dans notre quotidien. Il faut faire comprendre qu'elle est utile et ne pas expliquer. Alors, j'ai déjà dit, je préfère raconter qu'expliquer, mais aussi, généralement, quand on raconte les choses, essayer de retenir les choses qui surprennent. Parce que quand on est surpris, il y a une petite émotion, une petite excitation intellectuelle et on retient mieux. Alors, c'est ce que je vous présente ici avec quelques exemples de ce qu'on a fait dans un livre, hein, c'est Roche à tout faire. On a voulu montrer que, ben voilà, avec les cailloux, on fait tout, c'est sorti il y a quelques temps. Alors, par exemple, là-dedans, on utilise l'argile. Bon, on présente l'argile, bien sûr, rapidement, mais il importe de montrer à quoi elle sert, cette argile. Bien sûr, ça fait des briques, des poteries, etc. Mais c'est aussi un médicament, hein, la smecta.
c'est une argile, en fait, parce que ça tapisse l'estomac. De même que l'argile, on utilise des argiles quand on a des diarrhées, parce que comme ça stocke l'eau, ça bloque la diarrhée. Vous voyez, on parle de l'argile. La brique, ils disent d'accord. L'ardoise, ils disent d'accord, ça c'est du caillou. Mais quand on dit bah, c'est du médicament et on explique en 2 mots pourquoi à quoi ça sert, et ils retiennent beaucoup plus. Alors, dire aussi que ce qu'on appelait avant les pipes en écume, en fait, c'est une argile. Bien sûr, on peut utiliser toutes les notions liées avec Adam et Ève. Adam, d'ailleurs, ça veut dire à l'origine. Ça veut dire l'argile, le sédiment à l'origine. Et alors, pour la petite histoire, mais ça, je me laisse aller encore une fois, mais ça fait rien, c'est trop joli. Adam, c'est donc le premier homme. Et on dit que Ève est la première femme, mais pas tout à fait. Parce que Ève n'est pas la première femme, c'est la deuxième première femme. Parce que la première femme d'Adam, c'était Lilith. Et moi, pendant très longtemps, comme je suis un petit peu inculte, j'ai dit, tiens, c'est rigolo, avec l'argile, et c'est de Lilith. Sauf que l'orthographe n'est pas tout à fait le même, parce que Lilith, c'est L-I-L-I-T-H. Mais bref, ça fait rien. Voilà. Vous voyez, mais si vous parlez d'Adam et Ève comme ça, en parlant de l'argile, c'est une manière de faire retenir les choses. Alors, bien sûr, avec l'argile, il y a l'ardoise. Alors, l'ardoise, on peut montrer une ardoisière, on peut montrer une ville de Normandie avec son ardoise, l'ardoise des Ardennes, etc. Bon, on en fait des cheminées, d'accord, tout ça, ils vont dire, oui, on sait, de même quand on va au restaurant, les petits plateaux sont en ardoise. Et puis, on présente ça, on dit, où est l'ardoise? Alors, les gens, ils vont dire, c'est, je sais pas, par terre, sur les fenêtres. On dit, non, c'est le billard. La table du billard, c'est fait avec de l'ardoise. Vous voyez, ça, c'est le petit truc qui fait qu'on se dit, ah. Alors, l'argent, même chose, donc, on peut présenter l'argent natif, que c'est utilisé depuis très longtemps, qu'on en fait découverte, mais attention, il ne faut pas manger des œufs parce que ça noircit les pics. Et puis que, bien sûr, beaucoup d'instruments de musique sont faits en argent, qu'on utilise l'argent pour les miroirs. Et puis, pansement, oui, l'argent, c'est utilisé dans les pansements, les technologies argent. Et oui, c'est utilisé parce que l'argent, en fait, c'est un bactéricide. Et donc, par exemple, on a aussi, vous voyez, ces Trek Silver, ce sont des chaussettes. Et pour que le nez soit moins chatouillé le soir, dans la semelle, il y a des petits fils d'argent qui diminue donc la fermentation bactérienne et donc on sent moins des pieds le soir. Et ça a été utilisé récemment pendant le confinement. Il y a un restaurant qui avait dit, vous pouvez venir chez moi parce que sur mes tables, moi j'ai des nappes spéciales qui sont contre les virus parce que dans le papier, il avait fait mettre des fils très fins en argent et donc ça tue les virus. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle pendant très longtemps, dans les hôpitaux, on avait des poignées de porte en laiton parce que dedans, il y a du métal, il y a du cuivre, etc. Et ça, c'est un bactéricide et c'est un virucide, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, ça permettait de se nettoyer naturellement sans utiliser un hydrogène. Alors, tufe travertin, bon, on peut illustrer en disant comment ça se fait, les sources incrustantes, on en trouve dans les monuments, on en trouve dans les sculptures, etc. Mais bon, ça, vous allez voir les paupières qui vont se baisser tout de suite un petit peu. Et puis, par contre, il peut être intéressant, au lieu d'utiliser le mur simplement comme en bas à gauche, là c'est à l'UNESCO, eh bien, vous voyez, à l'UNESCO, le dessin en haut à droite, ben, vous dites que c'était la sculpture de Giacometti. C'est là, on s'intéresse. Et on dit, ouais, ça ressort très bien parce que derrière, justement, c'est un mur en travertin. Ah, voilà, donc ça peut être utilisé, ça peut être joli. Alors, bien sûr, là, on va parler de la craie. La craie, alors vous dites que c'est une histoire de fesses. Les vieux sont un peu choqués. Vous expliquez ce que la fesse, c'est avec un CE. Donc, ça va te dire. Il importe, j'ai un problème de sono. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Oui, on entend une petite musique. Là, par contre, on n'entend plus rien. Comment? Ah, ça y est, de nouveau, on t'entend. Très bien. Bon. Donc, la craie, étretat, on dit, voilà, ça fait 110 mètres, vous voyez les personnages en bas, c'est tout petit, mais il faut dire que ce n'est pas fait avec des micro-organismes, mais avec des nano-organismes. Donc, vous faites un petit calcul, vous présentez, vous dites combien de milliards d'organismes sont là empilés, etc. Bon, ça, alors vous présentez les organismes qui sont en haut à droite, mais on dit aussi que la craie, ça sert à faire le blanc de meudon. Le blanc de meudon, c'est utilisé en peinture, mais c'est aussi utilisé, on revient aux cuillères d'argent, c'est utilisé pour nettoyer l'argenterie, justement. Et puis à Noël, c'est ce que l'on utilise sur les devantures. Vous voyez, on parle cailloux, mais on parle surtout de l'usage des cailloux au quotidien.
Alors, un mot pour les ardoises. Alors, les ardoises, bien sûr, la pierre de Volvic, pardon, la lave par les ardoises. Et on peut présenter Clermont-Ferrand avec ses maisons faites en lave et puis la cathédrale de Clermont qu'on voit au fond. Mais on dit aussi que c'est utilisé pour les plaques de rue. C'était de la lave émaillée, en fait, un boulevard de la Tour-Maubourg. Voilà, c'est de la lave qui a été émaillée pour les plaques de rue. C'est aussi utilisé pour les petites plaques chauffantes dont le nom m'échappe là, pour faire des grillades. Alors, on peut aussi parler d'autres éléments comme le cuivre. Alors, le cuivre, alors il y a du cuivre natif, mais il y a aussi des carbonates de cuivre. Alors, on dit, voilà, il y a de l'azurite, la malachite ne profite jamais, blabla. Oui, bon, d'accord, mais on dit que c'est instable. L'un peut passer à l'autre et l'autre peut passer à l'un, suivant la quantité d'humidité. Alors, bien sûr, ça s'oxyde. Vous voyez, la malachite, c'est vert, et le cuivre qui s'oxyde, c'est vert. C'est la cathédrale de Chartres. C'est intéressant parce que là, on a dit tout à l'heure que c'était un bactéricide. Oui, c'est un bactéricide parce que à Chartres, ce n'est pas antibactériens qui l'ont fait, mais pendant très longtemps, on mettait, pour éviter la mousse sur les toits, on mettait un petit fil de cuivre tout en haut. Alors, certains étaient pour parce qu'il n'y avait pas de mousse qui se développait, parce que le cuivre, en coulant, il ne permettait pas à la mousse de se développer. D'autres ne l'aimaient pas parce que justement, ça faisait des petites traces vertes. Donc, il fallait choisir. Alors, d'autres usages du cuivre, bien sûr, c'est en électricité, c'est pour la monnaie. On en faisait aussi des vases en malachite, c'est très joli, ça, c'est un vase à Versailles. On ne faisait pas ou très peu, enfin à ma connaissance, on ne faisait pas d'objets en azurite. Par contre, l'azurite, on l'utilisait comme le lapis lazuli. Et là, par exemple, voilà un tableau de l'Annonciation où il y a deux bleus. Il y a le bleu du manteau de la Vierge et le ciel qui est bleu. Eh bien, le bleu outre-mer parfait, c'est fait avec du lapis lazuli. Mais le lapis lazuli, ça coûtait la peau des oreilles. Et comme ça coûtait très cher, on préférait de temps en temps utiliser l'azurite. Et l'azurite, par exemple, le ciel était fait en azurite. Sauf que le lapis lazuli, ça ne bouge pas, ça restait un magnifique, très joli bleu, alors que le ciel, il devenait tout doucement, il devenait tout vert. Et donc, dans la restauration du tableau, il a fallu reprendre ce tableau et retransformer, donc enlever l'azurite, ce carbonate de cuivre, et le remplacer par, carbonate de cuivre, donc oxydé, hydraté, et le remplacer par un carbonate de cuivre anhydre. Donc, vous voyez, une petite touche. Voilà, on parle de toit, le quotidien avec le toit et puis ça protège. On parle un peu d'art et ça aide. Alors les diatomites, là aussi on explique ce que c'est qu'une diatomée, c'est une algue qui vit dans l'eau, on s'en fout, c'est tout petit, j'ai bien raison de m'en fiche. Et c'était exploité, oui, les humains ils exploitent tout. Puis après on peut leur montrer aussi que c'est joli. Ces deux petits tableaux que vous voyez là, c'est joli. Le petit rond, la rosace en bas, et puis le petit triangle, ce sont deux petites boîtes de diatomées. Alors on dit que ça se voit qu'au microscope électronique, c'est mis tout petit, mais vous voyez, c'est très très beau. Et puis on reparle de l'histoire de cette diatomée qui est à gauche au milieu. Et puis on dit en dessous, oui, c'est une diatomée aussi, ça. Non, c'est pas une diatomée, c'est une diatomite. Une diatomite, oui, c'est le toit, c'est la coupole de Sainte-Sophie à Constantinople, que l'on voit sur le côté. Et pourquoi on a pris de la diatomite? Parce qu'elle est tellement grande que si on avait pris une autre roche plus dense, on n'aurait pas pu faire cette coupole d'aussi grande taille. Donc, on a pris une roche poreuse, donc légère. Et ce que moi, je trouve fantastique, je ne sais pas si ça a été voulu ou pas, mais c'est que, comme vous voyez, le dessous de la coupole, vous voyez bien les débuts des arches avec les personnages qu'on devine plus qu'on les voit, l'ensemble ressemble presque à une diatomée. Moi, je trouve ça assez merveilleux. Bon, en dehors du merveilleux, soyons pratiques quand même. La diatomite, c'est donc une roche poreuse. Oui, la roche poreuse, si on avait su ça il y a quelque temps, il n'y aurait pas eu ce film comment ça s'appelle déjà, avec Yves Montand, Le salaire de la peur. Vous voyez, il transporte de la nitroglycérine et puis avec les chocs, boum, et ça saute. Eh bien, pour que ça ne saute pas, on le met tout simplement dans une roche très poreuse et le bâton de dynamite, en fait, c'est de la diatomite trempée, imbibée de nitroglycérine.
Alors la diatomite aussi, alors certains vont dire, ah ben voilà, on voit le Picard qui se réveille là, parce qu'il forcément, il ne peut pas se passer une demi-heure sans boire une bière ou boire une bière. Ben oui, non, mais j'ai mis une bière, d'accord, j'aime bien la bière, mais c'est parce que quand tous les filtres alimentaires maintenant utilisent la diatomite. Pendant très longtemps, on utilisait, pour le vin aussi, on utilisait des filtres en amiante. Oui, oui, oui. J'ai travaillé, j'ai donné un coup de main à un ami qui était viticulteur il y a quelques années, et il me disait que ces filtres étaient en amiante. Alors j'étais un peu choqué qu'on utilise l'amiante pour le vin. J'en ai parlé au corps médical, qui m'a dit non, non, c'est pas trop, sois pas trop choqué, parce que l'amiante est dangereuse sous forme de poussière. Parce que quand c'est sous forme de très fine poussière, ça va dans les poumons et ça va dans les toutes petites alvéoles, et c'est ça qui peut déclencher le cancer. Alors que quand c'est dans l'eau, c'est moins si pire. Bon, moi, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais toujours est-il que la bière, aujourd'hui, c'est filtré à la diatomite, donc c'est chimiquement neutre, c'est impeccable. Alors, la diatomite, donc, c'est utilisé aussi pour deux choses. Alors, vous voyez, tout en bas, c'est la dent blanche à laine fraîche. Alors, la laine, je ne sais pas. Mais si vous brossez bien vos dents, elles deviennent bien blanches parce qu'en fait, vous les usez. Vous enlevez le tartre. Parce que dans le dentifrice, beaucoup contiennent de la diatomite en poudre parce que ça récure bien, parce que justement, c'est de la silice. Donc, bref, ce n'est pas de la toile émery, mais c'est un peu plus fin. Alors, la diatomite, c'est utilisé aussi contre les insectes. Alors ça, c'est chimiquement neutre. Vous mettez des insectes, mais des insectes qui ont des arthropodes. Donc, pour les fourmis, etc., ça pose aucun problème. Et d'ailleurs, là, on vous présente sur le bâton, sur la petite boîte de diatomite, vous voyez, il y a une poule, un chien, ça veut dire, eux, non, rien à craindre. C'est en fait les fourmis, par exemple, qui se baladent, vous les mettez sur le trajet, c'est chimiquement neutre, mais ça les détruit parce que ça se met dans les articulations. Alors, je ne sais pas si elles souffrent, sans doute qu'elles doivent pas être heureuses, mais enfin bon. Alors, autre manière de polir les choses, c'est le corindon. C'est ce qu'on appelle l'émery, ça s'appelle aussi l'émery parce que ça vient du cap Emery à Naxos. Alors, le corindon, c'est donc le saphir, etc., etc. Alors ça, c'est joli, on en fait des jolies bagues. Mais c'est exactement la même matière qui est utilisée pour, par exemple, polir le bouchon. C'était les bouchons, quand on voulait que ça ferme bien hermétiquement, c'était poli à l'émery pour que ce soit un peu rugueux et que ça ferme bien. D'où l'expression, il est bouché à l'émery. Il est bouché à l'émery, ça veut dire qu'il est vraiment imperméable à tout, il ne peut pas comprendre. Et bien sûr, il y a la toile émery qui est utilisée pour les peintures. Alors, on peut parler du fer aussi. Alors là, le public va dire, le fer, ouais, on sait ce que c'est, monsieur le fer, vous comprenez. Et vous commencez comme ça en disant, vous voyez, là, il y a une dague, et puis il y a un éperon, c'est pas un éperon, c'est un harpon, pardon. Et ça, c'est tout à fait rare, parce que quand ces objets-là ont été faits, le fer valait beaucoup plus cher que l'or. Alors, c'est surprenant, parce que le fer, il y en a partout. Oui, mais il y en a partout si on sait l'extraire. Parce que pendant très longtemps, on a su faire fondre le cuivre, mais on ne savait pas faire fondre le fer. Il a fallu attendre les hauts fourneaux. Alors, les hauts fourneaux, ce n'est pas parce qu'ils étaient élevés, c'est parce que c'était une haute température. Donc, il fallait faire chauffer très fort. Sinon, le fer que l'on avait, c'est le fer de ce harpon et le fer de cette dague de Toutankhamon. En fait, c'était très rare parce que c'est du fer d'une météorite. Donc, vous voyez, c'est très rare. Alors, météorite, on pourrait en parler ailleurs. Alors, le fer, il faut dire qu'il y en a plein, qu'il y en a partout. Allez, il faut insister en disant qu'il y en a partout, que sur Terre, il y en a partout, énormément. On éviterait d'entendre des bêtises comme l'autre jour, quand on parlait de Mars, c'était il y a quelques mois. Il y a un astronome a dit qu'il était utile d'aller sur Mars parce que, par exemple, là-bas, il y a beaucoup de fer et comme ça, comme on en manquera sur Terre, on pourrait aller le chercher sur Mars. Je trouve que c'est d'une ineptie fantastique. Donc ça, il importe de le dire que ce monsieur racontait quand même d'énormes bêtises. Alors, on peut parler justement, ça en bas à gauche, c'est les BIF, l'Itabirite, les Banded Iron Formation, dire que ça s'est fait quand la vie s'est développée, que donc, si on a beaucoup de fer sous cette forme, c'est parce qu'il y a la vie. Hop là, on parle de géologie, interaction, biologie, géologie. Alors, bien sûr, on en fait des boîtes en fer, on l'extrayait en Lorraine, c'est la minette de Lorraine. Et quand vous parlez de la minette de Lorraine, faites attention parce que les gens vont d'abord croire que vous parlez de Jeanne d'Arc. Alors, concernant les micas,
ben, on peut présenter les micas, leur dire comment ça se présente. Alors on le montre, bon, ça c'est les géologues. On dit, vous vous souvenez, les petits vieux qui sont parmi nous, là, ceux qui ont mon âge, mais il y avait des feux, on trouvait des feux avec les vitres du feu, et ils étaient souvent rouges même quand le feu était éteint, parce qu'en fait c'était des micas qui tout doucement s'oxydaient. Et le mica, ça sert aussi à quoi? Eh bien, mesdames, ça sert, voilà, pour le maquillage, hein, quand ça brille un peu, ben, c'est du mica. Le mica, c'est utilisé dans les fer à repasser, mesdames, encore vous, le mica. Et messieurs, maintenant, quand vous soudez, les jonctions sont faites avec du mica. Et messieurs, mesdames aussi, quand vous choisissez une voiture, si vous voulez une couleur métallisée, ben, si la couleur est métallisée, c'est parce que dans la peinture, on a mis de la poudre, des paillettes de mica. Et faites l'expérience, présentez ça, vous allez voir le coût de la peinture métallisée. À chaque fois, vous avez des euros, il y a des questions. Alors, bon, ça, on a parlé des roches et des machins, mais on pourrait parler aussi des roches et des paysages. Je vais présenter que deux exemples, parce que bien sûr, on peut développer relation vin et géologie, hein, avec le Chablis et l'Austria Virgula. Et on peut parler du thé et de la géologie, bref, de l'alimentation et de la géologie. Ou aussi, on peut présenter le mont Wolf, qui est près de Decazeville-Aubin. Il y a beaucoup de collines boisées et il y a un mont, il n'y a pas un arbre dessus. Donc j'étais de passage, je suis allé voir, j'étais intrigué, je pensais que je ne voyais pas de coupe, etc. Et en fait, c'est parce que ce mont est fait de serpentinite. Et sur la serpentinite, mais il n'y a pas d'arbre qui pousse. Pourquoi? Ça m'a l'air bien bizarre. Apparemment, les spécialistes ne sont pas d'accord. Ça a des proportions relatives de calcium par rapport au magnésium. D'autres disent c'est à cause du chrome qui est dedans, d'autres, etc., etc. Bref, c'est pas simple. Toujours est-il que sur la serpentinite, il n'y a pas d'arbre. Donc, monsieur le maire, si vous avez un affleurement de serpentinite, ne donnez pas l'autorisation de construire des pavillons avec des jardins, parce que dans le jardin, il n'y aura aucun arbre, aucun arbuste qui va pousser. Alors, un petit truc assez, bien sûr, dans roche et paysage. Bon, ici, on voit le Larzac. Si on dit le Larzac, ben, il n'y a rien qui pousse dessus, il n'y a que des brebis. Des brebis, ben, ça donne du fromage. Du fromage, comme en plus, il y a des grottes, on met le stockage dans les grottes, et puis ça pourrit. Et puis ben voilà, c'est grâce à ça qu'on a le magnifique Roquefort. Et alors, on a le Roquefort, là, on voit là, le Larzac avec Millau en bas. Et puis, donc, ça s'altère. Et quand ça s'altère, il y a un petit peu d'argile quand même. Et donc, l'argile tombe au fond de la vallée, finalement. Et puis, au fond de la vallée, donc, ben, l'eau, comme il y a de l'argile, l'eau ne passe pas. Et donc, l'eau est stockée et il y a beaucoup d'eau. Et c'est pour ça que les moutons en haut, qui permettent d'avoir du fromage, mais aussi qui donnent du cuir. Le cuir, quand il est fin, on peut le traiter. Il faut beaucoup d'eau pour traiter le cuir. Et ben, on peut le traiter à Millau. C'est pour ça que Millau était longtemps la capitale de la mégisserie. Hein. C'était les grands objets de luxe. L'industrie du luxe, hein, dictionnaire des familles de gantiers et mégissiers de Millau, etc. Vous voyez, il y a une liaison. Si Millau est de la mégisserie, c'est à cause de la géologie. S'il y a du Roquefort, c'est à cause de la géologie. Alors que si on va chez Jacques Avoine, ben, le paysage, alors il y en a qui disent qu'il pleut toujours. Non, c'est pas vrai. Il pleut peut-être un peu plus que dans le Larzac. Mais surtout, la terre est bien mieux agencée, elle est beaucoup plus argileuse, donc l'herbe est grasse, elle peut nourrir des bestiaux beaucoup plus grands, on peut avoir des vaches, et les vaches, elles nous donnent des fromages qui ne sont pas les mêmes. Alors, j'ai pris l'exemple de la Normandie, mais j'aurais pu prendre le comté, hein, c'est la même chose, c'est sur les plateaux avec beaucoup d'argile dans le Jura, Camembert, etc. Et puis j'aurais pu prendre la Vénois. La Vénois, il y a des schistes, les schistes qui s'altèrent en argile, l'argile qui retient l'eau, etc., etc. Alors, une autre difficulté, en fait, c'est d'expliquer que le temps de la nature, ce n'est pas du tout le temps humain. Alors, il faut faire attention là à une difficulté supplémentaire, parce qu'il faut dire que c'est immense, mais pas infini. Et c'est comme la Terre, et ses ressources sont immenses, mais limitées. Et là, je vous assure, pour faire comprendre ces notions, il y a du boulot. Alors, un des exemples qu'on peut prendre, c'est le granit qui est solide comme tout, mais le granit, bon, on sait que ça s'altère, ça donne des jolies formes. Paris de ici avec la fameuse bouteille de Perros-Guirec. On peut expliquer que le granit, c'est ici en bas à droite, ça s'altère, ça donne de l'arène, arène parce qu'on trouvait ça dans les arènes. Non, on a donné le nom d'arène parce qu'on y mettait de l'arène granitique. Mais si on prend le sable et l'argile qui a été emmenée, donc si on les garde, qu'on on les fait réchauffer, on les laisse chauffer très sérieusement, on les fait fondre, on laisse refroidir tout doucement, on retrouve un granit. Alors,
Voilà, le granit, il s'altère en une arène granitite, argile plus sable. Et si on rechauffe, si on met les conditions, on retourne à granit. C'est une illustration de ce qu'est la nature. Sauf que ce cycle-là, ce n'est pas le cycle d'une année, ce n'est pas une génération humaine, ce sont des centaines de millions d'années. Oui, là, ça permet d'approcher un peu. Alors, pour montrer aussi que la Terre est immense, bien sûr, on peut parler de la dérive des continents. Il existe maintenant des petits logiciels qui montrent la valse des continents, comment les continents se déplacent, etc. Et donc, là, ça permet de montrer que les choses peuvent s'expliquer en prenant en compte le temps. Et enfin, bon, géologie et vie, il faut que j'aille vite. C'est toute une palette qu'on peut développer. La géologie est le support de la vie. C'est d'ailleurs d'elle que vient la vie. Et puis, on a fait une ségrégation entre le monde vivant et le monde minéral. Mais cette ségrégation, elle est plus humaine, elle est artificielle, tout simplement parce qu'il faut la nature est tellement complexe qu'il faut le scinder, il faut faire des boîtes pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans les boîtes. Mais il importe tout autant de remettre les boîtes, de les reconfronter, de remettre les éléments dans leur contexte. Sinon, on peut raconter des grosses bêtises. Par exemple, quand on fait des recherches sur la diminution des gaz à effet de serre, le méthane des rizières ou le méthane des bovins, je vais prendre que les rizières. Et en général, on fait deux cultures de riz par an en Asie. Et comme il y a de l'eau stagnante, il y a du méthane qui s'égaze, gaz à effet de serre 30 fois plus efficace que le gaz carbonique, etc. Donc, on s'est dit, il serait peut-être bien d'assécher. Entre deux cultures, ça serait bien d'assécher. Il y aurait moins de déperdition de méthane. Vrai, ça a été observé, il y a moins de méthane. On dit, alléluia, on a gagné, c'est la solution. Sauf que, il y a des scientifiques, ces couillons-là, ils ont tout mesuré comme gaz. Et quand ils sont aperçus que quand on remettait en eau, il y avait des oxydes d'azote, je crois que c'était du dioxyde d'azote qui se développait, qui lui-même est à peu près 17 fois plus efficace que le méthane, je vous rappelle, qui est 30 fois plus efficace que le CO2. Bref, si on regardait le méthane, on avait la solution. Mais si on prend l'ensemble des éléments, ce n'est pas du tout une solution, on fait pire que mieux. La nature, c'est souvent ça. Et beaucoup d'écologistes, je ne dis pas écologues, écologistes, racontent des énormités parce qu'ils oublient de remettre les choses dans leur contexte. Alors de même que séparer le monde vivant du monde minéral, voilà, j'aurais pu expliquer la mosaïque du tabac, mais on n'a pas le temps. Donc voilà, pour résumer, il faut expliquer la géologie. Il ne faut pas expliquer la géologie, mais plutôt la raconter. Et quand on parle au public, il ne faut pas considérer, parce que fois on me dit, ouais, mais ce ne sont pas des idiots. Non, ce ne sont pas des idiots, mais ils ont le droit de ne pas savoir. Et c'est pour ça qu'on m'avait dit il y a de nombreuses années, quand tu fais une conférence, pense que tu parles à ta grand-mère. Moi, je n'ai pas connu mes grands-parents, mais ça ne fait rien. Parce que ta grand-mère, tu l'aimes bien. Donc, tu ne la méprises pas, mais tu admets qu'elle ne connaisse pas ce que toi, tu connais. Donc, tu la respectes, tu l'aimes bien, mais tu veux qu'elle comprenne, donc tu lui parles simplement. Donc, parle à sa grand-mère. Et puis, l'autre point, c'est aussi produire du directement accessible, c'est-à-dire sans recours à un glossaire, etc. On dit, moi, je vais utiliser un flambant, mais je mettrai un glossaire, comme ça, ils sauront. Non, très vite, on se fatigue. Quand il faut tous les 10 lignes aller dans un glossaire, on se fatigue, on arrête. Et ce qu'on veut quand on écrit, c'est bien quand même être lu. C'est pas apporter la culture avec un marteau et leur foutre ça dans le crâne. On a envie qu'ils continuent. Et puis, si on peut, il faut essayer d'amuser, aussi bien que dans le livre que j'ai présenté tout à l'heure. Par exemple, on termine à la fin par ça. On dit quel est le point commun. Tous ces éléments sont présents dans le livre. On dit quel est le point de commun. Alors, on l'a fait dans le livre, mais et puis on dit simplement le point commun, c'est le quartz. Et si vous faites des petits trucs comme ça en public, en conférence, par exemple, ou en exposition, on fait ça à la fête de la science, et ça marche remarquablement. Voilà, j'ai fini, merci. Et je crois que l'exercice, c'est que maintenant je réponde à vos questions, donc je suis prêt à répondre à vos questions. Et puis, si vous voulez continuer, voir les exemples que j'ai cités sont tous tirés de Roche à tout faire, qui est un livre qui est sorti en 2020, si je ne me trompe pas. Et puis un petit dernier qui va sortir la semaine prochaine ou dans 15 jours ou cette semaine. Voilà, vous voyez, c'est Histoire secrète de cailloux. J'ai dû me battre avec Belin pour qu'on parle de cailloux, parce qu'il voulait parler de paysages, de dame nature, etc., etc. Voilà, j'ai fini. À vous, Cognac, j'ai.